Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Dans ce hors-série, nous allons parler de la nuit de cristal, appelée par les Allemands la campagne des glaces ou la campagne des vitrines. Pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos sur la chronologie de la vie de Hitler, pour trouver mes sources, je vous invite dans la playlist Introduction, vidéo, explication de mes recherches. En dessous de la vidéo, il y aura un descriptif des livres utilisés pour mes recherches. Pour commencer, la nuit de cristal, il faut revenir au 4 février 1936. Wilhelm Gustloff, chef du NSDAP suisse, est assassiné à Davos par David Frankfurter, un étudiant juif croate. Par ce geste, il rêve de réveiller son peuple. Après cet assassinat, Goebbels et Hitler ont une conversation. Goebbels veut marquer le coup par des représailles sur les Juifs d'Allemagne. Hitler refuse. Nous sommes l'année des Jeux Olympiques et Hitler ne veut pas que les Jeux soient boycottés. En 1938, il y a des menaces polonaises vis-à-vis de l'Allemagne concernant les Juifs. Les Polonais menacent d'expulser des Juifs vers l'Allemagne. De son côté, l'Allemagne insiste sur le fait qu'il faut trouver une solution pour le couloir de Danzig. Petit rappel pour ceux qui ne suivent pas les vidéos, après la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, une partie de l'Allemagne est donnée à la Pologne, ce qui isole la ville de Danzig, et une partie de la Prusse en Pologne. Les Allemands, voulant faire des allers et retours entre le Reich et Danzig, sont obligés d'avoir un passeport avec un visa polonais. De plus, l'Allemagne doit payer pour que les trains allemands puissent utiliser les lignes de chemin de fer polonaises. Les trains allemands n'étant pas polonais, ils sont souvent mis sur des voies de garage pour laisser passer les trains polonais. Ce qui fait que le voyage entre le Reich et Danzig est plus long et plus contraignant qu'en temps normal. Pour cela, l'Allemagne demande à la Pologne de récupérer le couloir de Danzig ou, au pire, qu'ils puissent construire une autoroute à leurs frais entre le Reich et Danzig. Ces négociations n'ont rien d'étrange, elles sont comprises dans le traité de Versailles. L'Allemagne peut négocier le tracé de ses frontières à l'est, mais cela lui est interdit pour ses frontières de l'ouest. Le problème est que la Pologne refuse toute proposition allemande et menace toujours plus l'Allemagne avec les Juifs. Petite précision, à l'époque, la Pologne est très antisémite. Mais pas que, ils sont également contre l'Église orthodoxe. Il y a souvent des synagogues ou des églises orthodoxes qui sont mises à sac ou incendiées et également des commerces. Sans parler des attaques sur les personnes. En septembre 1938, lors de la crise des Sudètes, gagnée par l'Allemagne avec les accords de Munich, Berlin encourage les Polonais à prendre également des territoires tchécoslovaques. Le gouvernement polonais est content de cette situation. Le gouvernement tchécoslovaque est en effet très hostile face au gouvernement polonais, mais également très hostile envers les minorités polonaises sur son territoire. En octobre 1938, lorsque l'Allemagne envahit les Sudètes, la Pologne profite pour envahir des territoires tchécoslovaques. Le gouvernement polonais est content de cette prise, mais ils ont l'impression d'être soumis à Berlin, d'être leur laquais. La Pologne envoie un ultimatum aux Polonais ne vivant pas en Pologne. Sera dénaturalisé tout Polonais ne vivant pas en Pologne. Par la même occasion, la Pologne refuse de donner des passeports à ses citoyens vivant à l'étranger qui veulent revenir en Pologne. Et ils ferment leurs frontières. Bien entendu, les Polonais vivant à l'étranger visés sont les Juifs polonais vivant en Allemagne. Après cette annonce, et pour éviter de se retrouver avec des Juifs polonais sans pays, l'Allemagne prend l'initiative d'arrêter 17 000 Juifs polonais et de les refouler vers la Pologne.
les Polonais refusant de les accueillir, les Juifs se trouvent dans un no man's land entre la frontière allemande et polonaise. Petite information pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos, il faut savoir que dans la République de Weimar, une personne qui voulait traverser l'Allemagne, par exemple, on dira un juif polonais qui voulait aller rendre visite à sa famille en France, avait l'autorisation de 3 jours pour traverser le pays. Ce qui arrivait, c'est que le juif, une fois qu'il était en Allemagne, s'installait, ensuite se mariait sur place ou faisait venir sa femme et ses enfants. Et une fois qu'il était avec sa famille en Allemagne, la République de Weimar n'osait pas le renvoyer chez lui parce que, pour eux, il est interdit de renvoyer des enfants de moins de 15 ans ainsi que les femmes. Donc, ils ne pouvaient renvoyer que l'homme et ils se disaient que, vu qu'il y avait une famille et que l'homme subvenait à leurs besoins, eh bien, ils ne pouvaient pas le renvoyer. Là, pour les 17 000 juifs expulsés, c'est le même délire. Les Allemands ne touchent pas aux femmes ni aux enfants, mais ils n'hésitent pas à expulser l'homme. Ce qui fait que, comme le chef de famille est renvoyé, la femme et les enfants suivent automatiquement. Et là, ils savent très bien que l'homme ne reviendra pas et que la vie en Allemagne pour les Juifs est devenue difficile. Dans ces 17 000 Juifs bloqués dans le no man's land, il y a la famille de Herschel Grispan, 17 ans, qui vit chez son oncle et sa tante à Paris. En effet, le jeune Herschel Grispan a rejoint illégalement sa famille en France via une autre tante en Belgique, justement parce que la vie en Allemagne devenait difficile. Surtout que l'année avant de venir en France, le jeune Herschel était inscrit dans une école rabbinique, celui-ci étant intéressé par les études juives. Il pensait justement suivre une carrière religieuse. En juillet 1938, le jeune Herschel reçoit des autorités françaises l'ordre de quitter le territoire français sous motif qu'il est considéré comme indésirable. Le jeune Herschel est depuis le mois d'août dans l'illégalité et peut être arrêté par la police et renvoyé en Allemagne à tout moment. Pour information, la police, n'ayant pas de nouvelles de lui, pense qu'il est rentré en Allemagne. Alors, loin de moi de trouver des excuses pour le fait de tirer sur quelqu'un, nous pouvons quand même imaginer ce qui se passe dans la tête de Herschel. Il a 17 ans, il est encore dans l'adolescence, il a dû quitter son pays, qui est l'Allemagne, et abandonner ses études rabbiniques, parce que cela devenait dangereux. Il rentre en toute illégalité en France, pendant à peu près 2 ans, où il reçoit l'ordre de quitter le territoire, parce qu'il est considéré comme indésirable. Et il apprend quasiment 2 mois après que ses parents se retrouvent dans un no man's land entre la frontière allemande et polonaise. L'Allemagne ne veut pas de lui, la France non plus, et la Pologne non plus. Nous savons également que Herschel a écrit une lettre au président américain pour lui demander d'accorder à ses parents le droit d'asile sur le territoire des États-Unis. Par contre, je n'ai pas trouvé s'il a reçu une réponse ou non. Donc, tout est en place pour le drame du 7 novembre. Le 6 novembre 1938, Herschel se dispute avec son oncle et sa tante et décide d'aller dormir à l'hôtel Boulevard de Strasbourg à Paris. C'est là que, d'après ses dires, il décide de se suicider. Le 7 novembre, à 8h30, Herschel se rend dans une armurerie où il achète un pistolet de 6 mm 35. Il dira à l'armurier qu'il était encaisseur et qu'il voulait pouvoir se défendre. Devant les recommandations du vendeur, il dira qu'il allait immédiatement au commissariat de police pour se mettre en règle. Aussitôt le pistolet en poche, Herschel se rend dans un café et va dans les WC où il se passe de l'eau sur le visage et décide qu'il ne va pas se suicider, mais qu'il faut réveiller les gens sur le problème que rencontrent les Juifs. Il a l'idée d'aller à l'ambassade allemande, ça tombe bien, il connaît le trajet le plus rapide pour s'y rendre, il l'a déjà effectué pour des questions
concernant les passeports. Vers 9h30, Herschel se présente à l'ambassade allemande et demande à parler au secrétaire. À 10h, il est invité dans le bureau du troisième secrétaire von Rath, 29 ans. Celui-ci est le neveu de l'ancien ambassadeur d'Allemagne à Paris, M. von Koster. M. von Rath n'est pas contre le régime nazi. Il l'a rejoint en 1932, avant même que Hitler n'accède au pouvoir. Certaines rumeurs le disent homosexuel. Alors je précise qu'il n'est pas contre le régime, parce que des rumeurs déjà de l'époque 1938 disent que c'est le régime nazi qui l'a fait tuer parce que il était contre le régime. Mais son père affirme aux journalistes que son fils a rejoint le parti en 1932. Donc Herschel est invité dans le bureau de von Rath. Herschel est assis devant von Rath, qui est lui-même assis derrière son bureau. Herschel déclare « Je suis polonais » et tire en direction du secrétaire 3 balles dans certaines versions et 5 balles dans d'autres. Le secrétaire von Rath est touché à l'épaule et au poumon gauche. Il sort de son bureau et s'effondre dans le couloir. Herschel est tout de suite arrêté par les agents de sécurité de l'ambassade et il ne pose aucune résistance. 2 témoins, un agent de sécurité et un huissier, diront avoir entendu Herschel dire qu'il était déçu que von Rath soit toujours en vie. Herschel dira devant le juge « Je prends toute la responsabilité de mon acte. J'ai agi personnellement, individuellement. Je n'ai pas voulu tuer, je le répète, et j'ai éprouvé une grande tristesse en apprenant la mort de M. von Rath. » Il dira également au juge qu'il a agi comme s'il était hypnotisé. Il est arrivé dans le bureau de von Rath sans vraiment penser utiliser l'arme, mais quand von Rath lui a dit « sale juif » plus d'autres insultes antisémites, sa main s'est crispée sur l'arme et il a ouvert le feu. Le juge lui demandera si von Rath l'a insulté avant ou après s'être fait tirer dessus. Il n'y aura aucune réponse d'Herschel. Le juge lui demandera également d'où provenait l'argent qui a servi à acheter le pistolet, vu que Herschel n'a pas d'argent. Là encore, Herschel garde le silence. Il y a des rumeurs comme quoi des opposants allemands au régime nazi, réfugiés en France, lui auraient fourni l'argent. D'autres rumeurs impliquent Herschel dans un trafic de passeports. En Allemagne, lorsque la nouvelle de l'attentat arrive, des manifestations antisémites ont lieu, des vitrines de magasins sont cassées et une synagogue est incendiée. Mais la police fait son travail et canalise les manifestations. Dans la journée du 8 novembre, il y a encore quelques débordements antisémites. Là aussi, la police intervient. Le 9 novembre, bien que des médecins allemands s'occupent de von Rath avec les médecins français, von Rath succombe à ses blessures. Certaines rumeurs disent que les médecins allemands sont venus pour tuer von Rath. Les médecins allemands diront que les médecins français ont fait de l'excellent travail pour essayer de sauver von Rath, et les médecins français diront que les médecins allemands n'avaient pas d'intention malsaine et qu'ils étaient là en tant qu'observateurs et conseillers. Alors que Hitler est en pleine célébration de l'anniversaire du putsch raté de 1923, il apprend le décès de von Rath et il est profondément choqué. Suite à cela, il autorise les actions antisémites. Première version, il autorise l'action des SA sur Munich, Cologne, Leipzig, avec quelques débordements à prévoir dans quelques villes voisines. Deuxième version, Hitler n'a pas demandé à ce que le parti et l'État préparent et organisent une telle manifestation, mais qu'il ne devait pas non plus les décourager si elle avait lieu spontanément. Quelle que soit la version, Hitler ne veut pas d'incendie. Mais en discutant avec Goebbels, il précise que les incendies sont incontrôlables et que cela peut prendre des proportions énormes et ainsi brûler des pâtés de maison entiers. À cela, Goebbels comprend que Hitler n'est pas contre un incendie s'il est contrôlé. Lors du discours habituel devant ses anciens camarades du putsch, Hitler ne prend pas la parole et n'est pas présent.
Il laisse à sa place Goebbels. Goebbels annonce à l'Assemblée la mort de von Rath et chauffe tout le monde pour des représailles dans tout le Reich. Immédiatement, des appels téléphoniques sont lancés et une quarantaine de messages sont télégraphiés. Voici un exemple d'un des messages envoyés au SA. Par ordre du commandant du groupe, on incendiera ou fera sauter toutes les synagogues du secteur de la brigade 50. Les personnes chargées de l'opération seront en vêtements civils. Rapport sera fait de l'exécution. Vers 23h45 à Munich, la police reçoit des appels téléphoniques. Des gens cassent des vitrines et l'on empêche les pompiers d'éteindre une synagogue en feu. Les policiers se déplacent sur les lieux pour établir l'ordre. En effet, Munich étant l'épicentre des appels, certains éléments n'ont pas attendu le début de l'opération pour commencer les exactions. Vers minuit, Julius Streicher est réveillé par le chef SA von Obernitz qui lui dit que Goebbels a donné l'ordre de brûler des synagogues, casser des magasins et des maisons. Streicher lui dit que ce n'est pas la solution. Obernitz dit que c'est un ordre. Streicher lui répond « Je ne veux aucune responsabilité ». Donc là, c'est un résumé, le dialogue est un peu plus long. Cela pour donner une petite idée du temps. À minuit, rien n'est commencé et Julius Streicher est contre ce pogrom, alors que c'est un des plus gros antisémites du gouvernement nazi. À Munich, entre minuit et 1h, Hitler et Himmler et d'autres dirigeants nazis assistent au serment des nouveaux SS ainsi qu'à leur défilé. Vers 1h20, Heydrich envoie un message au bureau de la SIPO et du SD où il explique qu'il fallait s'attendre à des manifestations contre les Juifs dans tout le Reich et que la police ne devait pas les en empêcher. Les forces de l'ordre devaient au contraire se contenter d'empêcher les incendies de synagogues quand ceux-ci présentaient un danger pour les environs, ainsi que les pillages et les attaques contre des boutiques non juifs. Voici le message en question. En raison de l'attentat dont a été victime à Paris en cette nuit du 9 au 10 novembre 1938 le secrétaire de légation von Rath, on s'attend à ce que des manifestations contre les Juifs aient lieu dans tout le Reich. Les instructions suivantes indiquent la conduite à tenir en face de ces événements. A. Seules seront prises les mesures qui ne mettront en danger ni vie ni biens allemands. Par exemple, le feu ne sera mis aux synagogues que s'il n'y a aucun danger d'incendie pour le voisinage. B. Les entreprises des Juifs, leurs logements, pourront être détruits mais non pillés. Ordre est donné à la police de veiller à ce que ces dispositions soient observées et d'arrêter les pillards. En ce qui concerne l'arrestation des Juifs, il est précisé qu'ils doivent plutôt être jeunes que vieux, plutôt riches que pauvres et en bonne santé, et qu'ils doivent être emmenés dans les camps de concentration les plus proches. Aux alentours d'1h30, 1h45, donc là les heures c'est approximatif, Hitler rentre dans son logement et vers 2h, 2h15, voire 2h30, il dit à ses aides de camp et les majordomes qu'ils peuvent aller se coucher. Donc après, on ne sait pas si Hitler part se coucher ou s'il est juste dans son logement, mais quoi qu'il en soit, tout le monde peut vaquer à ses occupations. Le général von Below nous dit qu'il avait pris congé de Hitler depuis peu lorsqu'il reçut un coup de téléphone de son hôtel pour l'inviter à évacuer sa chambre. La synagogue située à côté de l'hôtel brûle et il y avait un risque de propagation de l'incendie. Von Below dit qu'il ne s'inquiète pas plus que ça et qu'il fait passer la nouvelle aux autres personnes de l'hôtel qui sont dans son entourage. C'est lorsque d'autres appels arrivèrent, de type incendie, destruction de commerce, qu'ils annoncâmes ces événements au Führer. Hitler convoqua aussitôt le chef de la police munichoise, le SS Obergruppenführer baron von Eberstein. Celui-ci n'était au courant de rien.
Le Führer lui ordonna de tout mettre en œuvre pour arrêter les incendiaires et les pillards afin que cette folie cesse au plus vite. Il est dit que plus les appels provenant du Reich étaient nombreux, plus la colère de Hitler montait. Hitler téléphona à Goebbels et eut un long entretien avec. Malheureusement, nous n'avons aucun témoignage de cet entretien. Pour information, lors de cette nuit, seulement la SA est entrée en action sur ordre. La SS, la jeunesse hitlérienne et même la Gestapo ne sont pas intervenus. Il y a bien eu quelques SS et quelques membres de la jeunesse hitlérienne dans les rues, mais ils ont agi sans ordre de leur hiérarchie. Le consul américain à Stuttgart, Samuel Honaker, donc là, je n'ai trouvé que cette photo associée à son nom, donc je suppose que c'est le monsieur en costume assis au premier rang. Donc ce consul écrit à l'ambassade américaine de Berlin: après une période de 3 jours durant laquelle les mesures de persécution à l'égard des Juifs ont été sans précédent dans cette zone de l'Allemagne, les réactions contre cette partie de la population sont devenues indescriptibles. Cela s'est su assez rapidement à Stuttgart que l'action menée contre les Juifs du Württemberg et Hohenzollern a été mise en place plus ou moins de manière simultanée. Les 3 mesures qui ont été exécutées dans cette zone de l'Allemagne furent rapidement connues. A. L'incendie des synagogues. B. Le bris des vitrines et la destruction des magasins juifs. C. Arrestation massive d'hommes juifs. Il précise que les attaques ont eu lieu simultanément à 3 heures du matin. Pour information, comme vous avez pu l'entendre, le feu n'était pas prévu, mais comme cela a été interprété, des bâtiments ont pu être incendiés si ils ne risquaient pas d'incendier les bâtiments d'à côté. Des témoins diront que les pompiers étaient justement sur place pour empêcher que le feu se propage, et d'autres témoins ont même dit que des pompiers ont mis le feu eux-mêmes au bâtiment. Après, est-ce que ce sont des pompiers ou des pompiers SA parce que l'un n'empêche pas l'autre? Là, telle est la question. Et vous pouvez vite imaginer que les policiers, bien que déjà ils ne faisaient pas grand-chose cette nuit-là, ils ont vite été débordés par la masse. En plus des SA, il devait certainement y avoir d'autres personnes qui ont profité du chaos pour pouvoir agir et faire ce qui est interdit normalement. Le 10 novembre, Rudolf Hess demande à tous les Gauleiter d'empêcher que d'autres excès se produisent. Dans la journée du 10 et dans la soirée du 10, bien que la police a repris son activité, des petits groupes isolés continueront à casser des boutiques et incendier des synagogues. Mais cela sera beaucoup moins important que la veille. Göring rencontre également Hitler pour lui dire que cette nuit, c'était du n'importe quoi. Hitler est d'accord avec lui, mais il prend la défense de Goebbels. En effet, beaucoup de dignitaires nazis ont appris que le véritable responsable était Goebbels, et comme ils détestent Goebbels, ils se disent que c'est le moment pour réclamer sa tête. Mais Hitler annonce que s'il y a un responsable, c'est lui. Lorsque des dignitaires nazis diront à Göring qu'il faut punir le coupable, Göring dira « Je ne peux quand même pas punir le Führer ». Ou une autre version « Vous voulez que je punisse le Führer ». Göring dira quand même dans l'après-midi, devant des ministres et des Gauleiter lors d'une réunion, qu'il condamne cette saloperie et cette violence infâme dont le responsable est Goebbels. Il crie à Heydrich qu'il va lui aussi brûler quelque chose, son uniforme d'honneur des SS. Il apprend également qu'une bijouterie a perdu pour 1 700 000 marks de marchandises. Göring se tourne vers Heydrich et lui dit « Il faudra absolument que vous me récupériez ces bijoux ». Göring dira plus tard à sa femme « Les foutus imbéciles, ils me chargent d'organiser un plan de 4 ans, de recueillir le moindre morceau de ferraille, le moindre vieux journal, et voilà qu'une bande d'énergumènes détruit des millions en une nuit. » Oui, Göring se plaint à cause
de l'argent perdu, et non pas à cause du problème des Juifs. En effet, les boutiques cassées sont assurées et les assurances sont ariennes. Donc, c'est les Allemands qui doivent rembourser les dégâts. De plus, les boutiques appartenaient aux Juifs, mais le propriétaire était arien. Donc là aussi, problème. Et également des boutiques qui n'ont rien de juif de près ou de loin ont également été cassées et pillées. Göring aurait même dit qu'il aurait mieux fallu tuer 200 juifs plutôt que de tout saccager. Pour ce qui est du bilan de la nuit de cristal, donc cela change d'un historien à l'autre, je vais donc donner une fourchette entre le plus petit et le plus grand chiffre trouvé. Je vais donner également les chiffres de la police allemande et les chiffres donnés pendant le procès de Nuremberg. Alors, de ce que j'ai trouvé dans les livres, assassinat, 91 à un peu plus de 100. Boutique détruite, à l'unanimité, 7500, avec quelquefois un rajout de 12 000 boutiques pillées. Synagogue incendiée, 100 à 171. Synagogue démolie, 75 à 76. Synagogue endommagée, 191 à 267. Arrestation, 20 000 à 30 000 déportés. Morts en déportation suite à la nuit de cristal, 400 à 12 000. Ouais, là ils n'ont pas fait semblant, l'écart est énorme. Suicide de personnes juives suite à la nuit de cristal, 200 à un peu moins de 500. Rapport donné par la police à Heydrich, qui le remet à Göring. Bien que Heydrich explique que les chiffres peuvent encore changer, en effet, des personnes blessées peuvent mourir, et il y a encore des actions isolées le 10 novembre, jour où Heydrich remet son rapport. Assassinat 36, blessé grave 36, boutique détruite 815, habitation incendiée ou démolie 171, synagogue incendiée 191, synagogue complètement détruite 76, salle paroissiale, chapelle de cimetière incendiée 11, 3 autres complètement détruites. Arrestation 20 000 personnes. Pour information, la plupart des personnes arrêtées seront relâchées par la suite. Les Juifs ayant combattu lors de la Première Guerre mondiale seront relâchés dès la première semaine. Les Juifs allemands sont relâchés dans le mois et les autres sont relâchés courant année 39, en sachant que très peu de Juifs resteront pour une durée indéterminée au camp de concentration. Chiffres donnés lors du procès de Nuremberg. Assassinat 35. Boutique détruite 7500. Synagogue incendiée 75. Synagogue détruite 177. Arrestation 20 000 juifs. Pour ce qui est des conséquences de la nuit de cristal, le 12 novembre, Göring tient une réunion pour régler le problème juif, réunion demandée par Hitler. Hitler ne pouvant pas se déplacer, il envoie Goebbels à sa place. Göring refuse, mais il finit par céder et Goebbels est présent lors de la réunion. Bien que Goebbels, dans son journal intime, dit qu'il est en accord avec les autres et que cela se passe bien, d'après les témoins de la réunion est tendue et ils sont tous contre Goebbels. À savoir qu'il y a eu également, avant cette réunion, une rencontre orageuse entre Hitler et Goebbels, et Hitler interdit désormais toute manifestation spontanée, affirmant que ce n'est pas avec des pogroms que le problème juif sera solutionné. Alors, lors de cette réunion, les Juifs devront payer une amende de 1 milliard de Reichsmark pour le meurtre de von Rath. C'est Goebbels qui a soumis l'idée, mais le chiffre donné par Goebbels était complètement dingue. Petite précision, Göring se vantera que l'idée vient de lui, mais au procès de Nuremberg, Göring dira que cela venait de Goebbels, mais que lui avait rectifié la somme. Et il a été descendu à 1 milliard, somme qui sera en partie payée par la réserve des accords Avara. Pour comprendre les accords Avara,
je vous envoie vers ma vidéo. Petit résumé, les Juifs qui doivent partir d'Allemagne vers la Palestine mettent leur argent sur un compte bloqué et en arrivant en Palestine, ils n'ont pas leur argent, mais ils ont des outils agricoles pour les remplacer. L'argent est utilisé, par exemple, pour faire venir d'autres personnes juives qui n'ont pas les moyens de voyager vers la Palestine. Et donc, l'argent bloqué est utilisé pour payer cette amende, ou une grosse partie du moins. Les assurances devront payer pour les dégâts, mais l'argent sera versé à l'État. Et l'État en fera ce qu'elle veut. Donc certainement que l'État a dû rembourser les propriétaires ariens et non les propriétaires juifs. Les juifs devront déblayer les rues devant leurs magasins ou payer pour le déblayement. Et vu qu'ils ne sont pas remboursés par l'assurance, devront payer les dégâts de leur boutique. Les juifs devront arianiser leur commerce, industrie, immobilier, etc. et les vendre à 10% de leur valeur. L'excuse est que les juifs ont acheté les commerces pendant l'inflation 10 fois moins cher que les prix habituels. Une autre excuse pour arianiser les commerces juifs est que beaucoup d'Allemands, et en grande majorité des fonctionnaires, finissent leur travail à 18h et 19h et ils n'ont pas le choix que d'aller faire leurs courses au plus près de leur travail et la plupart des magasins autour de leur travail sont des commerces juifs. Les enfants d'origine juive sont exclus des écoles allemandes. Les juifs doivent remettre leur permis de voiture et de camion. Les juifs n'ont plus le droit à leur retraite ni à leur pension. Les juifs n'ont plus le droit de fréquenter les édifices publics, cinéma, théâtre, concerts, musées, bibliothèques, stades, gymnases, bains-douches et piscines. Interdiction pour les juifs de se promener dans certains quartiers à certaines heures. Et toutes ces règles auront pour conséquence que l'Allemagne perde la moitié des juifs sur son territoire. Donc quand je dis les juifs, c'est les juifs allemands. En effet, toutes les interdictions jusque-là survenues en Allemagne étaient digérées par les juifs allemands. Ils patientaient, ils se disaient que cela était pour les juifs issus de l'immigration et que eux justement étaient pris dans le lot. Et une fois que le tri des patates serait effectué, les juifs allemands pourraient retourner à une vie normale. Et après cet événement de la nuit de cristal et de tous ces interdits, plus de la moitié des juifs allemands quitteront l'Allemagne, principalement vers la Palestine. Ceux qui resteront seront pour la plupart des juifs travaillant dans les usines d'armement, donc avec leurs femmes et enfants, et également les juifs isolés. Quand je dis juifs isolés, c'est des juifs qui se sont mariés à des Ariens ou des Ariennes. Mais, comme déjà dit, après la série sur Hitler, il y aura une série sur les Juifs et le Troisième Reich, où nous rentrerons un peu plus en détail sur la vie des Juifs en Allemagne. Les conséquences de la nuit de cristal pour l'État allemand est qu'il n'y aura plus de pogrom de ce type en Allemagne. Göring dira, fin novembre, que l'événement du 9 novembre n'allait pas dans le sens de ce qu'avait désiré le Führer, ni lui-même. Il dira également que les actes étaient contraires à la dignité de la nation et que cela avait considérablement nui au prestige de la nation à l'étranger. Il rajoute que si l'on considérait l'assassinat de von Rath comme une attaque du judaïsme contre le Reich, l'Allemagne disposait d'autres moyens de s'opposer à une telle attaque que de faire appel aux bas instincts. Dans un État ordonné, il ne devait en aucun cas y avoir dans la rue d'actions irrégulières de ce genre. Pour terminer, il demanda aux Gauleiter d'user de toute leur influence pour veiller à ce que de semblables incidents préjudiciables à l'Allemagne ne se reproduisent plus à l'avenir. Il prendra en exemple le Gauleiter de Hambourg. En effet, la ville d'Hambourg et ses alentours sont restés calmes pendant la nuit de cristal. Le Gauleiter de Hambourg n'obéira pas aux ordres de la nuit de cristal et donnera l'ordre à la police de protéger les quartiers juifs, en disant que tout débordement dans le quartier sera de la responsabilité des policiers en service dans ces quartiers. Malheureusement pour Hambourg, le 10 novembre au soir, alors que la tension est redescendue, des éléments isolés
arriveront à incendier la synagogue de Hambourg. Après la nuit de cristal, le chef de l'ASA, Lutz, interdit l'utilisation de l'ASA à des fins politiques, dans la mesure où, à l'avenir, leur instance supérieure devait donner leur agrément à toute utilisation des SA. Il y a également un discours de von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes. Il fut satisfait d'apprendre que la jeunesse hitlérienne n'avait pas participé à ces excès. Il dira que ces excès étaient une honte, atteinte à la culture et à notre propre dignité. Il ajouta que de telles choses auraient pu tout au plus se produire chez des peuples non civilisés, mais pas chez le peuple allemand. Il déclara que par ces manifestations, nous nous étions fait des ennemis dans le monde entier et chez tous les gens convenables en Allemagne même. Von Schirach fit ensuite l'injonction à tous les chefs des jeunesses hitlériennes de s'abstenir formellement, dans l'avenir et en toutes circonstances, des démonstrations de ce genre, et il fait interdire à toute la jeunesse hitlérienne la lecture du journal Le Stürmer. Pour information, la jeunesse hitlérienne de Nuremberg continuera à lire le Stürmer. Nuremberg étant la ville de Julius Streicher et Julius Streicher étant le propriétaire du Stürmer. Et pour terminer sur les Allemands, des membres de la SA passeront devant le tribunal du parti. Il y aura 16 cas, 3 cas pour vol et attentat des mœurs. Ils seront reversés au tribunal de l'État. 13 cas pour assassinat de juifs. 2 furent frappés de 2 à 3 ans de prison à titre d'avertissement et d'une interdiction à titre de sanction disciplinaire d'occuper une fonction publique. 11 dossiers furent classés. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler de Herschel et de ce qui lui est arrivé. Il sera défendu par 3 et ensuite 5 avocats. Ils sont payés principalement par des juifs américains. Les juifs américains ont fait une cagnotte pour défendre Herschel. Goebbels, sur ce point, râle en disant que les juifs pourraient même défendre un assassin juif parce que juif. Et qu'en gros, les juifs sont au-dessus des lois et ils peuvent faire n'importe quoi parce que juifs. Herschel finira quand même en prison. L'oncle et la tante de Herschel sont condamnés à de la prison pour avoir caché leur neveu. Son oncle sera condamné à 6 mois de prison et sa tante à 3 mois. Donc là, c'est le verdict final, parce que entre deux, ils ont fait appel, mais je vous épargne les détails. Son oncle dira qu'il n'avait pas d'enfant et que Herschel était malade, donc il l'a gardé chez lui. Lors de l'entrée en guerre de la France contre l'Allemagne, Herschel demanda au garde des Sceaux de bien vouloir l'autoriser à s'engager comme volontaire dans l'armée française. Alors cela peut paraître étrange, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de prisonniers français ont pu s'engager dans l'armée et justement, le fait de s'engager dans l'armée leur évitait de finir leurs années en prison. Donc après, tout dépend de ce pourquoi la personne est emprisonnée, mais cela se faisait. Mais pour Herschel, cela est refusé, et lors de l'exode, il est évacué de Paris et échappe involontairement à ses gardiens. Il se constitue prisonnier à Toulouse, et il est livré par le gouvernement de Vichy à l'Allemagne le 14 juillet 1940. En octobre 1940, il est extradé à Berlin, et il finit en camp de concentration. Nous n'avons plus de nouvelles de Herschel. Après la guerre, il est considéré comme mort, bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'il soit mort. Certaines rumeurs disent qu'il a survécu au camp de concentration et qu'il a changé d'identité. Pour finir cette vidéo, je vais finir par une conversation entre Hitler et Madame Trost, donc l'épouse de l'architecte Trost, qui est elle-même architecte, et elle lui demande pourquoi il faut mettre les juifs dans le même panier. Pourquoi il n'y a pas une différence entre les juifs, en gros, qui foutent le bordel, et les juifs qui vivent tranquillement, parce qu'elle dit que, personnellement, le peu de nombre de juifs qu'elle connaît, ils sont remarquables, et c'est des personnes de très grande valeur humaine. Et Hitler de dire « c'est votre expérience personnelle ». Après un temps de réflexion, si j'en avais vécu de semblables, je n'aurais jamais suivi cette voie. Mais les miennes, celles de Vienne par exemple, ont été bien différentes. Je me dois de placer le destin du peuple allemand au-dessus de tout.
Le juif vit pour sa propre loi et ne sert qu'elle, jamais celle du peuple ou de la nation dont il est devenu citoyen. Il n'appartient pas au peuple allemand. Il ne peut donc être qu'un hôte parmi nous et non tenir des positions dominantes dans l'art, la culture, la presse, ainsi que dans les banques et le commerce, comme il l'a fait pendant la période de 1918 à 1933. Je me sens tenu de veiller à ce que l'avenir de notre propre pays soit bâti sur des fondations nationales, solides et saines. Toute ma vie, je m'emploierai à préserver l'existence et l'avenir du peuple allemand et surtout des travailleurs. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.